Souvent, quand on définit la démocratie, il y a le postulat churchillien. Churchill qui disait que l'ancien premier ministre britannique, c'est le moins mauvais des systèmes, à l'exception des autres. Voilà, c'est pas parce que la démocratie c'est le meilleur, mais c'est le moins mauvais par rapport à une entité de légitimation d'une politique. Et l'autre postulat aussi, c'est le postulat de l'ancien président américain Lincoln, qui est plus utilisé. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors que le postulat d'Aristote dit qu'on ne peut parler de démocratie que quand les gouvernants d'aujourd'hui peuvent être les gouverneurs de demain et vice-versa. Donc c'est vrai que les principes de la démocratie sont universels, mais on nous dit souvent que l'application est souvent locale. Par exemple, la démocratie française est différente de la démocratie américaine. La démocratie dans les pays scandinaves sont différentes de la démocratie en Suisse. Et nous, Africains, au lendemain du discours de Gaulle, de François Mitterrand, qui disait que désormais la France conditionne en fait, son aide au développement dans les pays africains à l'adoption de la démocratie. Et quand on parle souvent de démocratie dans les pays africains, on parle du discours de Gaulle, lors d'une conférence entre la France et les États africains. Mais la démocratie en Afrique, si on peut faire un bilan de 30 ans, 1990 jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'est un bilan assez mitigé, dans la mesure où nous, Africains, mais c'est un débat, hein? on peut en débattre. On nous a toujours fait croire que la démocratie signifie le développement. Alors que souvent c'est l'inverse. Si on fait une rétrospective à travers l'histoire, on se rend compte que ce soit dans le berceau historique de la démocratie des pays occidentaux, et même certains pays asiatiques, notamment la Corée du Sud, Singapour, ils se sont rendus compte que c'est le développement qui apporte la démocratie et non l'inverse. C'est-à-dire, on se développe, on donne des droits économiques et sociaux au pays, et à travers une évolution, à travers l'évolution, on se développe. La Corée du Sud, que tout le monde chante à travers son industrie électronique, mais la Corée du Sud était une dictature. Ouais, mais jusqu'à présent, donc c'est le développement qui a apporté la démocratie. Ben, dans les pays occidentaux, en France, lorsqu'ils ont atteint leur apogée, par exemple, un pays comme la France a atteint ses plus grandes réalisations à travers la royauté, que ce soit Louis XIV, château de Versailles ou bien Napoléon, à travers les institutions de la République. Jusqu'à présent, les inventions napoléoniennes sur le plan institutionnel résistent toujours la France. Donc on peut dire que c'est le développement qui apporte la démocratie. Alors qu'en Afrique, on nous a fait croire au contraire. Raison pour laquelle, la plupart du temps, le problème africain, c'est très compliqué, puisque la démocratie fonctionne seulement, c'est une démocratie en amont, et ce n'est pas une démocratie en aval. Et on ne peut pas, dans une société, prétendre démocratiser les institutions et non démocratiser la société. Donc c'est très compliqué, puisque apparemment, les États africains sont des pays en gestation démocratique. Par exemple, le choix des chefs d'État se fait à travers l'élection, mais l'élection n'est pas le seul critère pour analyser ou mesurer le degré de démocratie d'un pays. À mon avis, la démocratie suppose qu'un pays ait sa souveraineté au plan externe, en droit international, mais aussi au plan interne. Et que ce pays maîtrise ce qu'on appelle la sécurité collective. La plupart du temps, les pays africains ne l'ont pas. Je prends un cas concret, celui de mon pays, que je connais bien, le Sénégal. On a coutume de dire que souvent au Sénégal, contrairement à d'autres pays, au Sénégal, il y a quand même l'existence d'une nation, au sens où il y a une cohabitation assez harmonieuse entre les différentes composantes de la nation. Mais sauf que les Sénégalais, jusqu'à présent, élisent des hommes de façon tout à fait démocratique, mais le développement ne suit pas. Et souvent, ce problème même, on peut l'étendre, c'est un problème que subit des pays avancés, tels que la France. La plupart du temps, la démocratie, beaucoup résument la démocratie à travers l'élection. Alors que la démocratie dépasse l'élection. En Afrique, on élit certes, c'est des pays en gestation démocratique, on élit certes, ça et là, en fait, des présidents de la République. Mais on se rend compte que,
en fait, ils n'ont aucun pouvoir sur le plan économique, sur le plan financier. Par exemple, tu élis une personne ici, là, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Nigeria, mais quand il s'agit de traduire concrètement en fait, ces promesses électorales à travers des politiques publiques sur le plan économique, on se rend compte qu'il est limité, il a les mains liées, soit par les marchés financiers, en ce qui concerne le cas spécifique de l'Afrique, soit c'est les organisations communautaires qui limitent le pouvoir de dépenser, encadrent les déficits budgétaires, soit c'est le FMI et la Banque mondiale. Il te dit que monsieur, ça vous ne devez pas le faire, ça vous ne devez pas le faire, tel. Alors que c'était des promesses électorales. Ce qui fait que la démocratie est liée dans son élan. On vous donne le pouvoir institutionnel, mais tout le reste vous échappe. Et ça pose la question de la refondation de la démocratie. La démocratie, sur le plan institutionnel, tel qu'elle fonctionne en Afrique, à mon humble avis, ça a été un échec. Et cet échec nous pousse à dire que désormais, il va falloir, c'est une condition sine qua non pour la renaissance institutionnelle en Afrique, de refonder le processus démocratique à travers l'État. C'est l'État qu'on a hérité, que ce soit les pays anglophones, le modèle de Westminster, de la Grande-Bretagne, que ce soit les pays de tradition juridique française, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est le système jacobin. Et le malheur de ces systèmes, c'est qu'il y a un centre. Par exemple, tout se passe à la capitale et la périphérie a été délaissée. Et la conséquence de tout cela, c'est qu'il y a eu des coups d'État et il y a même eu des phénomènes en fait, de sécession, la plupart des heures, puisque la plupart du temps en Afrique, certains composants de la nation ne se reconnaissent pas dans le fonctionnement des institutions. Soit ils se sentent exclus, soit ils sentent qu'ils ne sont pas bénéficiaires des politiques publiques. Et dans ce modèle institutionnel de développement qu'on a hérité des autres, souvent le développement se fait à travers un phénomène de polarisation. C'est-à-dire que ça commence par la capitale et ça se divise à travers le pays. Et si, non seulement cette division est lente, mais la plupart du temps, les gens excluent, mais rallient la capitale. Ce qui fait que là, souvent les gouvernants sont dépassés. Donc se pose la question de la décentralisation du pouvoir. C'est-à-dire les centres de pouvoir en Afrique. L'Afrique est très complexe, il y a beaucoup d'ethnies. Et souvent, certains se sentent exclus des processus de décision. Donc, d'où la question fondamentale de la décentralisation. C'est-à-dire permettre aux communautés, ou bien à chaque des pôles régionaux, de pouvoir se gouverner. Et puis aussi, l'autre facteur qui dit démocratie, dit une justice. Le maillon faible des démocraties africaines, c'est la faiblesse ou carrément l'absence de justice. On ne peut parler de l'état de droit suppose que les gouvernants et les gouvernés soient soumis au droit. C'est-à-dire la décision des gouvernants peut être attaquée par les gouvernés à travers une justice impartiale. Mais ce n'est pas le cas, que ce soit une justice constitutionnelle ou bien une justice administrative. Par exemple, si on fait le parallélisme avec la France, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais on est dans un état de droit. Les autorités ne peuvent pas faire n'importe quoi. Alors qu'en Afrique, c'est tout à fait différent. On a un système tellement ultra-présidentialiste, ce qui fait que le seul pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Les autres pouvoirs sont phagocytés par le pouvoir exécutif. La justice en Afrique n'est pas du tout indépendante, elle n'est pas au service des citoyens. Si on revient le cas de la Mauritanie, si on entendait la dame, Madame Si, témoigner, elles ont fait des voyages à travers en Afrique, mais aussi en Suisse, au sein des nations, aux organismes des Nations Unies, pour plaider. Mais la plupart du temps, on se rend compte qu'en Mauritanie, la justice a été tellement phagocytée qu'ils n'ont pas espoir. Donc le seul instrument pour donner, disons, un peu d'oxygène aux démocraties africaines, c'est de renforcer considérablement la justice. Que sans justice, on ne peut pas parler de démocratie. Mais l'autre facteur aussi qui suppose refondation au sommet, mais aussi refondation à la base. Refondation à la base, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs, notamment il y a une Sénégalaise philosophe du nom d'Aminata Diaw. Il a dit que le problème en Afrique, c'est qu'on a deux camps, deux partis qui ne parlent pas le même langage. D'où
son interrogation en disant qu'on a des démocraties de lettrés. Par exemple, c'est une démocratie qui touche une minorité d'urbains, qui sont des intellectuels. La plupart du temps, ils laissent l'arrière-pays. Et d'où la nécessité de refonder tout cela en donnant des pouvoirs, c'est-à-dire aux régions du pays. Mais pourquoi pas ne pas expérimenter dans le contexte africain, pas expérimenter, mais s'inspirer de la pratique suisse. Par exemple, en Afrique, il y a des considérations de gouvernance au niveau local où les populations, en fait, les générations de population, hommes et femmes, maîtrisent mieux le terroir local que les gouvernements au sommet. Mais pourquoi ne pas les autoriser à travers la Constitution, des réformes fondamentales, mais de se prononcer à travers des référendums d'initiative locale sur ce qui les touche? C'est une façon de décentraliser la démocratie. Oui, voilà. Grosso modo, c'est toutes ces interrogations qu'on voulait partager avec vous. Le débat est ouvert. C'est une question où chacun peut avoir un avis différent, une contribution ou bien sous forme de questions. Je vous remercie. Oui, question. Pour comprendre comment vous en êtes arrivé là, ou on est arrivé là, en Mauritanie, pouvez-vous nous expliquer l'origine de la Mauritanie? Alors, la Mauritanie, c'est très compliqué. Il y a deux histoires qui sont racontées, mais à la base, il était expliqué que c'était des tribus berbères, arabes, qui sont venus coloniser les berbères sur place. Mais sur place, il y avait déjà des territoires autochtones qui étaient noirs. Donc, c'était au temps des Almoravides. Je pense que c'est le 16e, 17e siècle, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait l'empire du Mandingue qui était déjà sur place, l'empire du Ghana qui était déjà sur place, l'empire Songhai. Donc en fait, c'était occupé par des populations autochtones considérées comme des Noirs. Ça, c'est la version des populations noires. Et pour la population arabe, c'est des Arabes qui sont arrivés les premiers et qui ont occupé des territoires et qui étaient des Berbères, mais colonisés par des Arabes, des Hassan, qui sont devenus des Bani Hassan. C'est une histoire qui est très documentée, mais il y a une double vision. De notre côté, on peut noter qu'il y a toujours eu une cohabitation entre les populations noires et les populations arabes en Mauritanie, mais réparties géographiquement, parce que les populations noires sont plus du côté de la vallée du fleuve Sénégal, donc au sud de la Mauritanie, et les populations plus arabophones, donc arabo-berbères, sont au niveau du nord, vers le Sahara occidental, et vers l'Algérie aussi, qui ont aussi des tribus berbères. Et les frontières? Alors les frontières, il y a le Mali. Elles sont nées comment et quand? Alors, bonne question. Les frontières sont nées comment? On va dire que c'est né, les frontières de la Mauritanie sont nées lors du coupage des conférences de Berlin en 1884, un peu comme tous les pays africains. Et la gouvernance? La gouvernance actuelle? Non, enfin à l'époque. À l'époque? À quelle époque précisément? En 84. 94, pardon. Oui, 94. 1884. Ah, là, c'était le désert. Mais non, mais c'est pour savoir. Alors, c'était le désert, c'est très intéressant. Il y avait des royaumes. Oui, il y avait ce qu'on appelait les émirats au niveau du nord. C'était plus des émirats. Les émirs de la Sahara. Et au niveau du Fouta, il y avait aussi toute une organisation. Il y avait même un peu dans un village, un peu à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal, c'est le village de Thierno Souleymane Baal, qui lui, en l'occurrence, c'est ça quand on préparait le débat, ça m'a beaucoup intéressé, c'est une figure du Fouta au Sénégal. Fouta, c'est la campagne habitée généralement par des gens du sud. Et il y avait un système politique qui existait, qui s'appelle... C'est un système théocratique basé sur un système théocratique, mais dirigé par Thierno Souleymane Baal. Et Thierno Souleymane Baal, il avait créé ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les institutions. Il y avait un parlement, il y avait un gouvernant qui est un représentant du village,
qui est désigné par le village et qui ne peut pas faire plus de 2 mandats, par exemple. En gros, qui est destituable. Et s'il commence à faire n'importe quoi, ils peuvent lui enlever. Et Thierno Souleymane Baal, celui que j'appelle le Robespierre du Fouta, parce qu'il a, lui, aboli l'esclavage, par exemple. Quand les tribus morts venaient pour réduire en esclavage les populations vers le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, avec Tombouctou, etc. Lui, à ce moment-là, au niveau du Fouta, il avait mis en place le système d'abolition de l'esclavage. Il n'y avait pas d'esclavage. Il l'interdisait, il se battait contre les tribus morts pour ça. Donc il résistait aux tribus morts qui venaient pour réduire en esclavage les populations sur place. Donc ça, c'est un modèle, par exemple, de démocratie qui est aujourd'hui beaucoup cité par beaucoup de chercheurs, en tout cas de plus en plus de personnes qui interviennent, qui sont observateurs de la politique et de l'histoire en Afrique, disent que ce serait bien de repartir de ces bases pour pouvoir refonder un système politique pensé par les Africains. Et il y a un écrivain sénégalais qui s'appelle Felwine Sarr. Lui, ce que Richard disait tout à l'heure pour le développement, lui il disait par exemple qu'on n'a pas, en fait on est trop en retard, on n'est pas en retard, mais que les modèles économiques et les modèles de démocratie en Afrique ne peuvent pas être calqués par rapport aux modèles occidentaux, parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Pour lui par exemple, il y a un certain nombre de modes de vie sociaux, etc., qui peuvent être utilisés comme étant des éléments qui peuvent forger des systèmes de développement. Par exemple, au Sénégal, on dit le Sénégal le pays de la teranga. La teranga, c'est l'hospitalité. C'est-à-dire quand un voisin ou un étranger vient chez soi, chez quelqu'un, on doit l'accueillir, on doit bien le traiter, lui donner à manger, lui donner à vraiment être très hospitalier avec lui. Et Felwine Sarr, dans sa démarche intellectuelle, dit que cette hospitalité-là devrait être remboursée par la sécurité sociale si l'État du Sénégal avait bien pensé à ce que vraiment le mode de vie soit réglementé. Voilà, donc il est parti très loin, mais en même temps c'est très intéressant, parce que c'est un mode de vie, c'est à travers nos modes de vie qu'on peut créer des systèmes de développement. Et il dit aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de dire que l'Afrique n'a rien à rattraper. L'Afrique n'a rien à rattraper en termes de développement. De toute façon, si l'Afrique se mettait à rattraper les autres pays occidentaux ou l'Asie, on en est encore pour plusieurs siècles. Mais c'est à travers nos propres modes de développement, avoir aussi une politique d'autodétermination. Aujourd'hui, il y a un nombre de mouvements, le nombre de mouvements panafricains qui existent sur le territoire africain est impressionnant. Et de plus en plus, malheureusement, il y a des discours qui sont très très extrêmes, qui vont jusqu'à une rupture totale entre la France et, par exemple, la France qui, dans le milieu en tout cas francophone africain, qui veulent carrément dégager la France, qui ne veulent plus entendre parler de la France. Le problème que j'ai avec eux, c'est qu'ils veulent dégager la France pour mettre la Russie à la place. Donc c'est ça aussi. Donc c'est ça la limite pour moi. Parce que moi je pense qu'il faut des politiques d'autodétermination. Voilà, il faut des politiques d'autodétermination. C'est-à-dire que à partir du moment où on se considère comme étant des pays souverains, il faut savoir se développer tout seul, sans avoir besoin d'un père pour venir nous dire ce qu'il y a à faire, ou qui nous donne des armes, etc. Donc je crois aussi le changement par la politique. Moi je ne suis pas activiste par exemple, je n'aime pas les manifestations, bien que je fasse partie de la Ligue des droits de l'homme à Bordeaux, mais je pense que tout passe par la politique, et que quand on est militant, ou quand on pense à un certain nombre de choses qui peuvent faire évoluer la société, il faut faire de la politique pour changer les choses. Les mentalités changent avec des lois, même si toutes les lois ne peuvent pas changer les mentalités.